Les alarmes retentissent pendant que l'équipage rejoint ses postes d'urgence. Incapables de sauver le navire, ils reçoivent l'ordre d'abandonner le bord, les forçant à choisir entre un incendie déchaîné et les eaux glaciales de la mer de Barents. Dans les années 1970, la marine soviétique, force redoutable, cherchait à repousser les limites de la technologie des sous-marins. Le projet 685 des soviétiques développait un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire appelé K-278, connu par l'OTAN sous le nom de classe Mike sous-marin nucléaire d'attaque. Le gouvernement soviétique a ordonné à sa marine de concevoir le sous-marin K-278, et la conception a été achevée en 1974. En avril 1978, la production a débuté et la quille a été posée au chantier naval de Severodvinsk. Le K-278 avait une longueur totale de 118 mètres et une largeur de 11 mètres. Et ce prototype avait une double coque pour permettre une profondeur de plongée supérieure à celle de tous ses prédécesseurs. La coque de pression en titane comprenait 7 compartiments. Les deuxième et troisième compartiments étaient renforcés pour servir de zone de sécurité si l'équipage rencontrait des problèmes. Le sous-marin atteignait 14 nœuds en plongée et jusqu'à 30 nœuds en surface grâce à la propulsion nucléaire à 2 turbines à vapeur. Le réacteur nucléaire du K-278 était identique à celui de 4 autres sous-marins soviétiques. Un seul réacteur à eau pressurisée. OK 650B3 utilisant de l'uranium-235 enrichi comme combustible, produisant 190 MW de puissance. Le réacteur pouvait être arrêté ou mis en sécurité en cas d'urgence en insérant des barres de contrôle dans le réacteur, arrêtant presque instantanément la réaction nucléaire. Le sous-marin était équipé de missiles anti-sous-marins et de 6 tubes lance-torpilles. Grâce à de nombreux systèmes automatisés, il fonctionnait avec un équipage de 64 personnes, 30 officiers, 22 officiers, mariniers et 12 quartiers-timètres et matelots. Il était également équipé d'un système sonar MGK 500 SCAT ou branchie de requin, un sonar basse fréquence capable de détecter des sous-marins furtifs et encore utilisé sur les navires modernes. Le sous-marin avait une profondeur de conception de 1250 mètres, une profondeur opérationnelle de 1000 mètres et une profondeur d'écrasement de 1500 mètres. Le 3 juin 1983, la marine soviétique lance le K-278 opérationnel 6 mois après. L'année suivante, il plonge à 1020 mètres, ce qui constitue un nouveau record pour l'époque. 5 ans après sa première plongée, le 278 est rebaptisé Komsomolets, signifiant membre du Komsomol, la genèse du Parti communiste de l'Union soviétique. Le 7 avril 1989, Komsomolets coule à 330 mètres de profondeur, à 100 milles nautiques de la Norvège, lors de sa 3e patrouille. Au bout de 39 jours de patrouille en mer de Barents, une défaillance d'une partie du système de ballast provoque une rupture du système d'air. Un jet d'air provoque une fuite d'huile dans l'un des compartiments arrière et l'huile est projetée sur une turbine en marche. La friction de la turbine chauffe l'huile, qui s'enflamme en une gerbe de flammes, provoquant un court-circuit dans le système électrique. Le court-circuit provoque un incendie dans les compartiments technique et 7e. Le feu se répand vite au 6e compartiment et tue un officier. Il se propage à travers les passages de câbles entre les cloisons et par le système électrique, provoquant de multiples pannes. À mesure que le feu se propage, il brûle les câbles du système de contrôle et le sous-marin perd sa propulsion principale. L'incendie provoque un arrêt d'urgence et le réacteur s'arrête automatiquement. L'équipage du Komsomolets est piégé à l'intérieur d'un sous-marin en feu, à 300 mètres sous la surface de l'eau. L'équipage lutte contre l'incendie, mais 11 minutes après son début, le commandant juge la bataille perdue et ordonne une remontée d'urgence par soufflage des ballasts. Le Komsomolets émerge dans les eaux glacées de Norvège. Le feu s'est propagé dans le compartiment arrière et toutes les tentatives pour le maîtriser ont échoué. Alors l'équipage ferme les portes étanches pour tenter de contenir l'incendie. Bien qu'il soit à la surface, la menace de l'incendie s'aggrave. L'équipage envoie un « Save Our Souls » au quartier général de la marine soviétique. Les hauts responsables débattent pendant un certain temps pour savoir s'ils doivent même lancer une opération de sauvetage, alors que l'équipage à bord du sous-marin est en danger et lutte pour sa survie.
Les officiers de la marine soviétique envoient l'un des navires vers le Komsomolets, mais la base la plus proche est à plus de 12 heures de navigation. L'équipage à bord continue de lutter contre l'incendie qui menace tout le sous-marin, mais certains membres de l'équipe d'intervention s'évanouissent après avoir inhalé du monoxyde de carbone et 2 membres de l'équipe de secours meurent malgré leur récupération sur le pont. Le commandant Vanin se rend compte qu'il est impossible d'éteindre les flammes, alors il décide de laisser le feu s'éteindre de lui-même. La chaleur de l'incendie provoque la défaillance de plusieurs joints de la coque, permettant à l'eau d'inonder les 6e et 7e compartiments. Le sous-marin en surface expose la coque à l'air. Sans eau pour la refroidir, la chaleur extrême fait décoller le revêtement en caoutchouc. La plupart des membres d'équipage doivent abandonner le navire. Ils déploient un radeau gonflable d'une capacité de 25 hommes, mais environ 50 membres d'équipage essaient de monter à bord. Les hommes qui ne peuvent pas monter sur le radeau de sauvetage tombent dans la mer de Barents, où la température est à peine supérieure à 0 à 2 degrés Celsius. 5 membres d'équipage, dont l'officier commandant, restent à bord pour chercher des hommes piégés dans le navire en feu. Le système d'air comprimé à bord continue d'alimenter le feu, lui permettant de se propager dans tout le bateau. Après quelques heures, l'eau s'infiltrant à travers les joints brûlés fait perdre de la flottabilité au bateau, qui coule sous la surface avec les 5 hommes toujours à bord. Le Komsomolets coule dans 1700 mètres d'eau à travers l'obscurité glaciale, en direction du fond de la mer de Barents. Dans une ultime tentative, les 5 hommes piégés à l'intérieur se précipitent dans la capsule de sauvetage et s'aimeront de s'éjecter, mais la chambre de secours ne se détache pas. Le sous-marin dépasse sa profondeur d'écrasement estimée, les 5 hommes toujours vivants et se posent au fond. Quand le sous-marin atterrit sur le sable, la capsule de sauvetage se détache sous pression, projetant 2 hommes dans les profondeurs glacées. Au moment où elle atteint la surface, 2 autres hommes sont morts d'inhalation de fumée. Le dernier homme parvient à sortir de la capsule de sauvetage avant que la mer agitée ne l'envahisse et qu'elle ne coule avec les corps des 2 marins. Des avions de secours finissant par arriver et survolent le dernier emplacement connu du Komsomolet en détresse. Ils larguent des radeaux aux naufragés. 81 minutes après le naufrage du Komsomolet, le navire-usine Alexei Klobostov arrive sur place. Il sauve 25 survivants et récupère 5 corps en mer. Un second navire de pêche, le OMA, arrive ensuite pour aider au sauvetage. Au total, 29 hommes sont repêchés de la mer lorsque le sauvetage est terminé, mais 2 d'entre eux meurent de choc. Au final, 42 hommes meurent. 4 meurent directement à cause de l'incendie, des explosions ou de l'inhalation de fumée. Tous les autres marins meurent noyés ou d'hypothermie en attendant les secours. Après la catastrophe, la communauté internationale s'est inquiétée des ogives nucléaires à bord du sous-marin, poussant les soviétiques à rechercher l'épave. En avril 1989, ils ont lancé le navire de recherche académique Miroslav Kaldish et 2 mois plus tard, il a localisé l'épave grâce à ses submersibles en eau profonde. Les soviétiques ont déclaré que le site était sûr et qu'il n'y avait aucune fuite nucléaire. 5 ans plus tard, une équipe de recherche a découvert que du plutonium fuyait de l'une des 2 ogives nucléaires dans le compartiment 1. En 1996, le navire de recherche Kaldish a de nouveau été déployé pour sceller les fissures dans la coque de l'épave et contenir la radiation. Entre 1989 et 1998, les Russes ont visité plusieurs fois l'épave pour sécuriser le réacteur et accuser des agents étrangers d'y avoir collecté des informations. L'épave du Komsomolet gît encore au fond de la mer de Barents. Le site devrait rester sûr et scellé jusqu'en 2025. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez peut-être voir une autre vidéo sur un incident de sous-marin.